était un magnifique instrument d'éducation populaire, c'est devenu souvent autre chose. Et Michel sait bien comment ça fonctionne de l'intérieur. Il l'a aussi dénoncé. Il dit combien le pouvoir est passé aux mains des actionnaires. Mais je souhaiterais qu'on puisse démarrer dès le départ, parce qu'on dit souvent, et presque pour lui reprocher, qu'il est gentil. Et il se fait que moi j'ai écrit un éloge de la gentillesse, parce que je trouve que c'est une vertu majeure, que c'est la première des vertus. Ça n'empêche pas d'être méchant quand il le faut, mais on peut démarrer par la gentillesse. Et quand on cherche l'étymologie de ce mot-là, c'est assez drôle, parce que ce sont les juifs qui l'utilisent pour désigner ceux qui ne sont pas juifs. Un gentil, c'est quelqu'un qui, pour les juifs, n'est pas juif. Et on sait que le père de Michel a souhaité que Michel fasse sa première communion, sa mère non. Et c'est intéressant de voir comment on peut un jour devenir celui que ses parents auront voulu qu'on devienne. C'est-à-dire un gentil. Tous les sens du terme, pour deux sens du terme. C'est-à-dire le non-juif qui reste tout de même juif, et celui qui effectivement fait primer, a priori, la douceur, la sympathie, la proximité, en considérant qu'on commence par ça. Ça n'exclut pas ensuite d'être féroce et méchant quand on a affaire à des gens féroces et méchants. Donc je trouve qu'il faut démarrer avec cette histoire, voir comment elle s'est produite au travers des âges, et je voudrais aussi montrer comment Michel Drucker a voulu devenir ce que son père voulait qu'il soit. Et souvent, Sartre nous dit que nous devenons ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. Les autres ont voulu faire quelque chose de nous, et quand le père de Michel Drucker dit « on ne sait pas ce qu'on va faire de toi », effectivement, il y a deux possibilités. Soit on montre qu'on est capable de faire quelque chose, et soit on n'y parvient pas. Mais en même temps, on peut aussi montrer qu'on parvient à faire quelque chose tout en n'y parvenant pas, ce qui va générer une angoisse, qui est une angoisse que Michel Drucker, mais aussi les Drucker, ont l'air d'assumer. Michel, première question, donc, une question qui pourrait nous permettre de tenir pendant 2 heures. Racontez-nous votre père pour que nous sachions comment et pourquoi vous êtes devenu gentil. Alors d'abord, je voudrais vous dire, Michel, je suis très honoré et très fier d'être votre invité aujourd'hui. C'est très émouvant pour moi d'être là. Quand j'ai pris le train ce matin, j'ai vu Granville. Évidemment, ça m'a rappelé mon livre, Qu'est-ce qu'on va faire de toi, puisque mon livre démarre place de la Gare en Normandie, quand je prends le train de Granville vers Paris, en me disant que je reviendrai devant le tribunal de la famille et devant mon père lorsque j'aurai prouvé quelque chose. Et puis un jour, il m'a vu, c'est la fin du film qui m'a été consacré, ce biopic, et c'est Simo Apkarian, ce grand acteur arménien qui joue le rôle de mon père. Imaginez mon père en 1964, un dimanche soir, il travaillait jour et nuit, il est en train d'examiner une femme dans une position gynécologique. Vous imaginez déjà, il est en bas, dans son cabinet de consultation, ma mère, Lola Scheffler, est au premier, et elle hurle, viens voir. Viens vite, viens vite, viens vite. Qu'est-ce qui se passe? Et il laisse cette dame dans cette position. J'ai revu cette dame. Elle me dit, vous savez, on se connaît bien. J'ai dit, j'ai entendu parler de vous. Et là, j'ai fait un mauvais jeu de mots à la Laurent Ruquier, j'ai dit, vous étiez déjà ouverte à tout. Et mon père monte, et ma mère lui dit, regarde. Et là, il me voit, 22 ans, tremblant comme une feuille, pris comme si j'avais un Parkinson précoce. Et il me voit avec Roger Codet à Léon Zitrone, les deux monstres sacrés de l'époque, apparaître devant des millions de téléspectateurs. Il y avait qu'une chaîne en noir et blanc dans une émission Sport Dimanche qui était diffusée, si vous êtes de ma génération, vous vous en souvenez, entre 20h20 et 20h45 après le journal télévisé de Léon Zitrone. Léon Zitrone descendait nous rejoindre, et ensuite il y avait pendant 25 minutes le top de l'audience avant le film du dimanche soir. Ce soir-là, c'était La Vache et le Prisonnier, donc Fernandel, d'Henri Verneuil. Et je suis là. Mon père est terrifié. C'est la fin de mon livre, Qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'ai rien inventé. C'est la fin du film de Jean-Daniel Véral, où on voit mon père sous les traits d'un acteur qui est Simon Apkarian, qui regarde, qui me voit, qui hurle à ma mère. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Comme si je sortais d'un fait divers. Et là, il va appeler quelques heures après le patron de la télévision de l'époque, Raymond Marcia, qui lui dit
mot pour mot ce que vous avez entendu si vous avez vu le film. Je suis docteur Abraham Drucker de Vire, Calvados. Je suis le père de ce jeune garçon que vous avez présenté. Il n'a pas de culture, il n'a pas de syntaxe. C'est un monsieur, il a peur de tout, il ronge ses ongles. Le portrait que mon père fait au patron. N'importe quel Français, Française qui voit son fils ou sa fille dans la demi-finale de The Voice ou dans un concours ou à la télévision engagé comme stagiaire sur une chaîne d'information continue qui fait son premier duplex depuis un lieu important sur le plan de l'actualité est content. Lui il dit arrêtez-le tout de suite, il n'est pas prêt, il ne sera jamais prêt. Je réponds donc, Michel, à votre question. J'ai lu beaucoup de choses sur vous et le début de Cosmos, puisque vous venez m'en parler bientôt, c'est votre père. Ouvrier agricole ici, vous êtes revenu. C'est un portrait extrêmement touchant qui m'a bouleversé parce que même si nous ne venons pas de la même classe sociale, votre papa était ouvrier agricole, mon père, lui, petit médecin de campagne, les soignait. Il soignait les ouvriers, les paysans, pas loin d'ici. Mon père, jusqu'avant sa mort, il était médecin du dispensaire de Flers. Et il y a encore des gens qui me parlent de lui. Il y a encore des femmes qui me disent, il m'a accouché. Et le maire de Vire, qui a été élu il n'y a pas tellement longtemps, m'a dit, c'est votre papa qui m'a mis au monde. Je dis, il vous a pas raté. J'ai dit, j'espère au moins qu'il vous a transmis le goût de voter à gauche. Il a ri moyennement. Parce que mon père disait, vous ne payez pas si vous votez à gauche. Et puis, tout ça, avec les années, on en rit. Mais comme vous, avec votre maman, c'est des souvenirs compliqués. Et comme l'a chanté Jean Ferrat, je lui ai rendu hommage il n'y a pas longtemps, nul ne guérit de son enfance. Donc, 60 ans après, presque plus de 50 ans après ce souvenir professionnel, et plus de 60 ans après avoir quitté la Normandie, j'y reviens toujours avec un pincement de cœur, parce que c'est vrai que l'enfance, elle vous poursuit. C'est vrai qu'on est à Argenton aujourd'hui, quand le train est arrivé, ce train qui est un train de western, puisqu'on sait quand il part, on ne sait pas quand il arrive. Et c'est ça qui est magnifique. Mais c'est le train de mon enfance. Donc je ne veux pas qu'on ironise sur le Paris-Grandville, quand je connais gare par gare, même si à Vire on l'attendait de temps en temps et qu'on n'avait pas de portable pour dire à Ville de l'Époile, vous pouvez rentrer chez vous, il ne va pas arriver maintenant. C'est très émouvant pour moi d'arriver ici aujourd'hui. Alors je pourrais vous parler de mon père longtemps, j'ajouterai simplement cette musique yiddish que j'ai entendue derrière le chapiteau m'a bouleversé, c'est la musique de mon enfance. Je suis un Français de sang mêlé, mon père s'appelait Abraham Drucker, ma mère Lola Scheffler, je suis tellement attaché à mes racines que même ma chienne est roumaine, c'est le hasard. Oui, elle est angoissée comme tous les Slaves. Hein. Et mon père voulait que ses enfants fassent mieux que lui. Bon. Alors il y en a un qui n'est plus là, qui a été un grand patron de chaîne, qui a fait Sciences Po, l'ENA. Mon père voulait que le Français de sang mêlé qu'il était ait un fils qui soit au moins sous-préfet. Il voulait qu'un autre soit Yehudi Menuhin, un grand pianiste, un grand écrivain, un prix Goncourt, un philosophe. Et moi, au milieu de tout ça, évidemment, comme disait ma mère, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu présentes Mireille Mathieu. Donc tout ça, ça a fait quand même des dégâts. Je n'ai rien montré pendant des années. Mais pour vous donner une idée, quand j'ai reçu Simone de Beauvoir, Dieu sait si Simone de Beauvoir a compté pour les philosophes et les intellectuels de ce pays, avec ça, lorsque je l'ai reçu très jeune, dans les rendez-vous du dimanche, ma mère a immédiatement téléphoné en disant « Je viens de voir dans l'Observateur, le nouvel Observateur qui était sa Bible. » Je lui ai dit un jour « Ton journal qui est sa Bible, c'est surtout le journal de la gauche caviar, je ne te permets pas de dire ça. » Et elle m'a dit « Tu vas recevoir Simone de Beauvoir, est-ce que tu sais qui c'est ?» Je dis « Maman, non seulement je sais qui c'est, mais crois-moi, je serai prêt, je vais tout lire, je sais qui elle est. Et je ne l'aime pas. » Pourquoi tu n'aimes pas Simone de Beauvoir? J'ai dit « Maman, parce que Simone de Beauvoir, lorsqu'elle était professeure de philo au Havre, je crois, elle a toujours dit que je m'intéresse au premier de la classe et au premier rang. On ne risquait pas de se croiser. J'étais au fond comme ça avec un début de scoliose. Donc,
J'ai dit, maman, ne t'inquiète pas, je vais faire mon... Elle était terrorisée. Comment? On va faire un selfie tout à l'heure, d'accord? Hein? On peut lui donner un petit coup de boucher, peut-être. Et donc, alors, je ne vais pas faire long sur mon père, mais je peux vous dire que c'est grâce à lui et grâce à mes parents que je me suis surpris moi-même à franchir des obstacles qui étaient assez compliqués. Ma mère a toujours confondu l'intelligence et la culture, et à force d'entendre Sciences Po, l'ENA, Cagnes, Hippocagne, HEC, l'X, Normal Sud, j'en pouvais plus. J'ai pris les études supérieures en grippe et aussi les philosophes et les intellectuels après. Et je me réconcilie avec la philosophie aujourd'hui grâce à vous. Voilà. Parce que je l'ai lu. Et parce que je trouve une parenthèse que votre université que vous faites à Caen et la façon dont vous réunissez les gens de tous les horizons qui ne sont pas forcément des gens comme moi qui ont fait de longues études et que vous leur parlez simplement, clairement de choses apparemment compliquées, moi ça a été à mon petit niveau mon ambition. Chancel, il a dit une chose qui était pas mal. Un jour il a dit notre métier à la télévision se démontre aux gens ce qu'ils aiment et ce qu'ils pourraient aimer. C'est vrai que la culture peut faire peur si on la présente de façon un peu élitiste, un peu compliquée. Moi j'ai toujours voulu, à mon niveau à moi, dire qu'on pouvait très très bien recevoir François Giroud et Céline Dion et qu'il n'y avait pas de honte à inviter Johnny Hallyday et un grand écrivain, un journaliste, et qu'Éric Orsena pouvait très bien cohabiter avec Amel Bent et Aimé Coluche. Il n'y a pas de barrière. Donc c'est mon combat, j'espère y être parvenu, j'entame ma 51e année et comme dirait Jean-Louis Dabadi qui a écrit pour Gabin, je ne sais qu'on ne sait jamais, moi je commence à savoir. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Michel, mais vous êtes quelque part le professeur que j'aurais aimé avoir. Si je vous avais croisé, si vous avez été sur ma route à Caen, puisqu'on a quelques années d'écart, si on avait pu se croiser à Caen à la fac, puisque vous avez fait vos études là-bas, si j'avais été votre élève, j'aurais peut-être fait des études, et un jour j'ai dit à Lucchini, tu sais, je t'avais rencontré plus tôt, j'aurais lu Céline. Et lui il m'a dit, mais tu sais, quand j'étais coiffeur pour dames, je n'avais pas lu Céline. Et quand je faisais les brochures de Jodassin, je ne savais pas qui était Freud. Donc, ouais, tous mes modèles sont plutôt des autodidactes, mais tous mes modèles sont aussi ceux qui savent s'adresser au plus grand nombre en des termes simples. Donc, je voulais vous dire que, pour répondre à votre question, je termine un cycle de ma vie. Le passé, je l'oublie pas bien sûr, mais je regarde devant. Et quelque part, aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, vous, mais Michel le sait, je commence un nouveau cycle ici, à Chambois. Un nouveau cycle, puisque l'année prochaine, dans un an, je serai sur scène, seul, pendant 1h30 dans 45. Le titre de mon one-man show, entre guillemets, ça sera « Enfin seul avec vous ». Et je vous raconter tout ce que je ne vous ai pas dit, parce que mon boulot, c'est de mettre les autres dans la lumière. Donc je vous raconterai les coulisses du métier. Je vous raconterai ce que j'ai déjà raconté dans De la lumière à l'oubli, la phase B de la notoriété. Qu'est-ce que c'est que d'être un homme politique célèbre? Qu'est-ce que c'est d'être un chanteur célèbre, une actrice célèbre, une star de la télé, une star du sport? Comment on vit ça? Comment on vit le moment où on tombe du train sans savoir si on va remonter dans le prochain? Qu'est-ce que c'est que cette notoriété qui fait qu'on vous dit bonjour, qu'on vous prête des qualités que vous n'avez peut-être pas? Et qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie qui consiste à vivre avec des gens célèbres? Moi, l'année dernière, j'ai reçu un coup de téléphone de Télémagazine qui me dit « Michel, bon anniversaire ». Je dis « Pourquoi? Vous avez l'âge de l'ORTF ». C'est-à-dire combien? 50 ans. Comment ça? L'ORTF a 50 ans. Je vais plaisanter. J'étais là. Oui, oui, mais vous étiez là. C'était en 64. Oui, oui, mais c'est bien ce qu'on vous dit. Et là, je me suis dit, mon Dieu, je suis là depuis 50 ans, mais je ne devrais plus être là. Et là, ça a déclenché chez moi à la fois une réaction d'angoisse, je me suis interrogé, ça m'a interpellé.
Qu'est-ce que tu retiens de ces 50 ans? Qu'est-ce que tu as fait de tes 20 ans? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu vas raconter aux autres? Comment tu vas faire la synthèse de tout ça? 3 générations d'hommes politiques. Vous imaginez, moi, quand j'ai débuté, Valls, il avait 2 ans. Il devait déjà être nerveux. Sarko avait 10 ans, il était déjà caractériel. Et Le Pen était un jeune soldat en Algérie, hein, qui avait déjà ses saillies dévastatrices. Donc, tout ça, il a fallu du temps pour le digérer. Je suis en train de le digérer devant vous. Et dans un an, en 1h30, 1h45, je ferai la synthèse de tout ça. Je vous dirai ce qui se cache derrière ces gens-là. Je vous dirai qui sont les vrais, les faux, les gens qui ont du mot, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui sont un peu des imposteurs, parce qu'il y a des gens formidables dans ce métier, et puis il y a des usurpateurs. Donc j'en ai connu beaucoup, et c'est ce que j'ai envie de vous raconter avec tendresse, avec Francis, sans langue de bois, et avec humour. Maintenant, pour répondre à ce que vous avez dit, ça veut dire quoi être gentil? Alors si être gentil, c'est être bienveillant à l'écoute des autres, et aimer profondément les gens, alors je corresponds au portrait. Mais si être gentil, c'est quelqu'un qui ne va pas passer les trains, qui n'a pas le recul, qui n'a pas le sens de la dérision, de l'analyse, de l'autodérision, et à qui on peut faire avaler tout et n'importe quoi, alors je ne suis pas vraiment gentil. Mais je suis comme l'était mon père. Et dans votre livre Cosmos, on s'aperçoit finalement que votre vie, vous voulez la calquer sur celle de votre père. Vous dites droit. Voilà. Votre modèle reste votre père, qui était un ouvrier agricole, qui n'avait pas de culture, qui était harassé par les travaux, des champs, qui ne prenait jamais de vacances, qui bossait. Et vous, ça reste pour vous un modèle. Vous qui êtes devenu un des hommes de culture, un des passeurs de culture les plus importants de France, et pas seulement de France. Donc, moi, mon père m'a transmis ça. J'ai voulu, mais il n'est plus là pour le voir, lui prouver qu'on pouvait quand même réussir, laisser une trace, faire passer quelques messages sans être passé ni par l'agrégation, ni par l'internat des hôpitaux, ni par l'agrégation de droit, ni par Sciences Po, ni par l'ENA. Donc je me suis fabriqué un peu mes prothèses à moi. Et ça a été compliqué. Moi je suis un homme de télévision qui a commencé tard. Tôt et tard. Voilà, c'est-à-dire que je suis un tardif qui a commencé tôt. J'étais là très tôt, mais il a fallu des années. Mon premier mentor, c'était un monstre sacré de l'époque, qui était très obséquieux avec les puissants, très méchant et tyrannique avec les petits, mais il m'a appris beaucoup de choses, c'était Léon Zitrone. Lui aussi, français de sang mêlé, qui parlait 5 langues, et qui, pour nous montrer qu'il était très brillant, et multilingue, bilingue, trilingue, quadrilingue, quand il s'énervait en russe. Moi je disais da. Ça voulait dire Drucker, on est en retard, il ne foutait rien. Et j'ai appris beaucoup. J'ai appris avec lui ce que c'était que la notoriété bizarre, étrange, un peu effrayante que celle de la télévision. J'ai vu ce que c'était quelqu'un qui descendait dans la rue dans les années